Hello, hello, je suis ravie de te découvrir sur podcast. Je me présente, je suis Lydie Wynne et je suis créatrice du podcast Rayonne de bonheur. Sur ce podcast, tu vas trouver plein de motivation, de développement personnel et notamment des clés pour te sentir bien, te sentir mieux avec de nombreux témoignages ou partenariats. Bienvenue à vous tous sur notre podcast Rayonne de bonheur. Aujourd'hui, eh bien, j'aurai la chance de recevoir Cécile Neuville qui va venir nous apporter son expertise en tant que femme multipotentielle, multi-activité et toujours aussi rayonnante. Et eh bien, nous allons partager ensemble le mieux-être, comment vous sentir bien, vous sentir mieux en étant peut-être, vous sentant peut-être différente des autres. Bonjour Cécile. Hello, bonjour Lydie, merci de cette invitation, ravie d'être ici. Alors, je suis ravie, eh bien, de t'avoir parmi nous et du coup, eh bien, je vais te laisser te présenter, à notre communauté, à notre podcast. Justement, c'est un superbe challenge pour demander à une multipotentielle, multi-activité, multi-projet de se présenter, mais j'ai appris à me présenter et donc j'aime bien me définir comme une rêveuse entrepreneuse, c'est-à-dire que je rêve beaucoup de projets pour contribuer à un monde meilleur, sous différentes formes et dans différents objectifs, mais en tous les cas, toujours dans un objectif de mieux-être, donc c'est pour ça que ton podcast me parle beaucoup. Et ensuite, entrepreneuse parce que je ne fais pas que rêver, j'aime entreprendre et donc dans le sens passer à l'action, mais aussi dans le sens créer des entreprises, puisque j'ai moi-même plusieurs entreprises dans ce sens-là. Et concrètement, bah, je suis aussi psychologue au départ, ce qui est mon cœur de métier, auteur, ça fait une quinzaine d'années bientôt que j'écris, j'ai une quinzaine de livres d'ailleurs, et puis bah voilà, formatrice, conférencière, et j'en passe, éditrice depuis quelques années maintenant, voilà. Une femme multicasquette et justement, eh bien, comment as-tu pris conscience de tout ce potentiel que tu avais, de toutes ces capacités et comment tu as su en faire une force telle En qu'elle fait, est je aujourd'hui? l'ai vraiment découvert au fur et à mesure. Ça n'a pas été, une évidence dès le départ, hein. Pour moi, j'ai grandi dans une famille très traditionnelle où un métier, une vie, hein, donc je cherchais le métier de ma vie. Bon, j'ai trouvé un premier métier, en tous les cas, qui m'accompagne tout au long de ma vie, c'est celui de psychologue et encore avant, je voulais de toute façon être, enfin si quelque part, déjà dans mon adolescence, je commençais déjà à me dire, quand j'aimais les maths, je voulais être prof de maths. Après, j'aimais le sport, je voulais être prof de sport. J'ai adoré la psycho, bah, j'ai voulu être prof de psycho et c'est ce qui m'a amené à obtenir finalement jusqu'au titre de psychologue. Et puis finalement, après, je me lasse assez vite. Je prends énormément de plaisir, je m'engage à 300% dans tout ce que je fais. Et à toutes les époques de ma vie, quand je me suis engagée dans une activité, je m'y plonge corps et âme, je m'y engage, je dépasse tous mes objectifs, toutes les attentes et je crée souvent même, j'ai commencé même dans des postes de salariat, je crée mes propres missions, mes propres postes parce que j'allais toujours au-delà de ce qu'on me demandait. Et c'est ce qui m'a permis de voir mon potentiel au fur et à mesure, mais ma capacité à prendre des initiatives, à avoir des nouvelles idées, à voir les choses avec un cadre plus grand peut-être ou différent et à oser, voilà et toujours dans une même dynamique et ça, c'est surtout ça mon fil conducteur, d'où ma présentation comme rêveuse entrepreneuse. C'est que dans tous les cas, je cherchais à ce que tout le monde aille bien, aille mieux, que ça soit agréable pour tout le monde et même quand j'étais salariée, que ça soit de pour mon patron, mes collègues, mes clients, la femme de ménage, ben, je m'intéresse à tout le monde et pour moi, c'est important que tout le monde soit le mieux possible et c'est vraiment ce qui m'anime dans toutes mes activités. Après, finalement, aujourd'hui, je ne vois plus une vie, un métier. Je vois une vie, une passion qui peut évoluer dans le temps et suivre ses passions. Et moi, je suis mes passions. Et quand je suis passionnée par un projet, j'y vais. Et puis, bah, ça y est, quand on arrive au bout du projet, soit je délègue, soit le projet arrive à son terme et je commence un nouveau projet. Et donc, ce qui me permet d'avoir fait de nombreuses choses depuis quelques années quand même, et de plus en plus, puisque bah, en plus, au passage, on développe des compétences, quoi, hein. Donc, forcément, je suis de plus en plus efficace sur des projets. Je m'entoure d'équipes de plus en plus efficaces et ça me permet d'avoir des projets de plus en plus ambitieux et toujours autant de plaisir. Et ça, c'est vraiment une force que tu as parce que beaucoup, beaucoup de personnes se posent des questions, ben, pourquoi je teste telle créativité, pourquoi telle autre, et puis pourquoi je rebondis vers celle-ci. Et savoir que finalement, eh bien, ça fait partie de son unicité, eh bien, c'est vraiment une force infinie.
Et c'est vrai que beaucoup, j'entends très souvent, hein, surtout quand j'étais vraiment psychologue en cabinet, en libéral, j'entendais énormément de personnes, et même encore aujourd'hui dans le milieu de l'entrepreneuriat, qui ont la sensation, quand elles ont plusieurs casquettes, plusieurs activités, de s'éparpiller. Elles Mmh. s'auto-jugent, et le jugement social est très porté dessus, d'ailleurs, sur cette façon de vivre les choses. Il faut avoir une seule chose, un seul projet à la fois. Et on l'entend de toutes parts, et dans tous les milieux, quels qu'ils soient, jusqu'aux enfants. Il faut faire une activité et pas 10, quoi. Enfin, voilà, c'est toujours, on entend, voilà, c'est focus. Alors oui, c'est possible. Et oui, ça fonctionne pour certaines personnes. Mais moi, je suis persuadée qu'il y a plein de profils de personnalités différentes. Et il y a des personnes qui ont besoin, et j'en connais dans mon entourage, puisque par exemple, mon mari est comme ça, d'avoir une activité, d'être concentré, appliqué, prendre son temps dans son activité. Et elle peut durer 10 ans sans aucun problème. Il ne s'ennuiera jamais. Et lui, il est très bien comme ça dans cette zone de confort. Moi, je ne peux pas. Moi, j'ai l'impression de m'éteindre dans ma personnalité à moi. Si je vis une vie de 10 ans, exactement la seule et unique même activité tous les jours, j'ai l'impression de ne pas vivre, en fait. C'est vraiment au fond de moi comme si j'étais morte, hein. C'est très fort, mais c'est vraiment un sentiment d'ennui, d'inexistence, de perte de sens. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment écouter qui on est. Et moi, je suis une personne, voilà, dynamique, qui a besoin de vie, qui a besoin de mouvement, de nouveautés souvent. Alors, ça peut être épuisant. Il y a des contraintes d'un côté comme de l'autre, quelles que soient les personnalités. Je peux fatiguer les autres, justement, qui n'ont pas forcément tous mon rythme. Mais maintenant, j'ai appris à réguler aussi. Et ça, c'est pareil, je l'ai appris au fur et à mesure. Je pense qu'il y a des fois, j'étais peut-être un peu trop rapide, ou voilà, pas prendre assez le temps de communiquer. J'ai appris à communiquer de plus en plus pour que les gens puissent au moins suivre ce que je fais, même si comprennent pas toujours tout. Et c'est pas grave, c'est totalement OK pour moi aussi. Et tu as dû faire face à plusieurs peurs au départ? Peur Mhm. des autres, peur du ouais, c'est ça? Peur, Alors, non, alors pas peur des autres. Moi, pour le coup, là encore, hein, c'est des histoires de personnalité. mmh. Moi, je n'ai pas de peur ni de regard des autres, ni de... Voilà. Par contre, j'ai plutôt des peurs qui sont liées à mes blessures d'enfance, hein. Alors, en bonne psychologue, je me fais mon auto-analyse, hein, mais je crois que ça parlera aussi à d'autres personnes. C'est que on a tous nos blessures, et nos peurs viennent de nos blessures. Et donc, pour ma part, les blessures, et ça parlera, j'espère que ça parlera à des personnes auxquelles on pense pas souvent, en fait. C'est que moi, j'ai eu une très belle enfance. J'ai eu une enfance plutôt, voilà, bien entourée, en confiance. On m'a donné de l'amour. J'ai jamais été en danger. J'ai pas eu de traumatisme particulier. Et il y en a quand même beaucoup des personnes qui ont eu une enfance comme celle-ci, mais on n'en parle pas parce que justement, elles n'ont pas de problème, et que bah, ça serait presque déplacé que de se plaindre quand on a eu une telle enfance. Et en fait, moi, j'ai eu cette enfance-là, donc je suis ravie. Mais ce qui fait qu'à un moment donné, quand à mon adolescence, j'ai découvert le malheur dans la vie des autres. J'ai découvert à quel point je n'avais pas une vie comme tout le monde, que les autres avaient vraiment souvent des vies incroyablement difficiles, douloureuses. Enfin voilà, je me disais des familles, enfin, j'étais vraiment dans un sentiment d'injustice. Donc moi, ma blessure, elle est plutôt dans une blessure d'injustice, mais pas une injustice où moi, j'ai pas eu de chance. J'ai plutôt le sentiment d'une injustice. La vie n'est pas juste. Pourquoi pour moi c'est si facile et pourquoi pour les autres ça ne l'est pas? Et c'est ce qui m'a amené à faire ma vocation. Et moi, j'ai toujours peur, et ça, c'est quelque chose où je fais attention, le fameux syndrome du sauveur, de ne pas être assez utile. Donc l'utilité est mon moteur principal. J'ai besoin de contribuer énormément, ce qui est une vraie valeur, une vraie force aux yeux de beaucoup de gens, mais qui peut me tendre à m'épuiser, ou à faire trop, ou à ne pas m'écouter si je fais pas attention. Maintenant, j'ai appris à travailler là-dessus, mais j'ai pu passer des semaines, des fois, sans arrêt, à ne pas savoir dire non, à offrir tellement de choses à tout le monde. C'est bien, mais c'était excessif, en fait, puisque l'important, c'est l'équilibre entre moi et les autres, et pour tout le monde, c'est entre nous et les autres. Et il faut prendre soin de soi pour bien prendre soin des autres, et ça, je l'ai appris avec le temps. Donc maintenant, je prends vraiment bien soin de moi. Et du coup, bah, je trouve que je prends encore mieux soin des autres. Et ça, j'en avais pas forcément conscience au départ. J'avais vraiment cette peur c'était plus qu'une peur, j'avais presque une culpabilité De euh, de de d'être rater? une culpabilité d'être heureuse, parce que c'est pas juste, en fait. Voilà, je méritais pas d'être heureuse. C'était pas juste parce que les autres me se donnaient autant que moi et n'y arrivaient pas autant que moi. Et maintenant, je l'ai accueilli, et je me suis rendu compte que bah, c'est en prenant soin de moi et en étant heureuse que c'est là que j'aide le plus les autres, en fait. Donc, du coup, c'est quand même encore mené par ce pourquoi-là très fort, mais au moins maintenant, ça n'est plus un frein, c'est devenu un moteur.
Et cette culpabilité, c'était peut-être celle aussi, ben, d'avoir l'impression de manquer à un devoir, de ne pas aider ces personnes-là dans cette situation-là. Mais Exactement. voilà, il Et faut savoir. parfois même, un sentiment très fort qui était le plus douloureux, je pense, hein, celui qui m'a fait pleurer à plusieurs reprises dans ma vie, c'est l'impuissance. Mmh. Le Mmh. Je ne peux rien faire. Enfin voilà, à ce niveau-là, je peux pas rentrer dans la vie des gens et donc moi, j'ai beaucoup porté la responsabilité du bonheur des autres, dans ma vie perso, pro, familiale et professionnelle particulièrement et en tant que psychologue, c'était un vrai enjeu pour moi. Il fallait que donc j'ai appris à lâcher prise et donc après, j'ai écrit beaucoup de livres sur le lâcher prise. Pour transmettre que oui, on ne peut pas sauver le monde, on peut y contribuer, mais on ne peut pas sauver la vie d'une personne si elle-même n'a pas un élan. Puis de toute façon, même si elle avait un élan, c'est pas à nous de sauver sa vie. Nous, on ne peut que contribuer à donner des pistes, des graines, à semer des graines. Et après, c'est chaque personne est responsable de sa vie. Et ça, c'est voilà, maintenant, j'essaye de diffuser aussi ce message-là au passage. Donc oui, aidez vos proches, mais non, ne vous sacrifiez pas pour vos proches ou professionnellement. Et non, ne prenez pas la responsabilité du bonheur ou du malheur des autres sur vos épaules. Prenez déjà la responsabilité du vôtre, de votre bonheur. C'est déjà l'essentiel. Et du coup, pour prendre soin de toi, eh bien, qu'est-ce que tu as mis comme pratique? Oui. Bah, écoute, ça c'est finalement, j'ai vite appliqué à moi la méthode que j'utilisais en cabinet pour aider les personnes en tant que psychologue. Donc, dès le départ de ma activité, de ma pratique de psychologue en cabinet, je me suis rendu compte que quel que soit le sujet pour lesquels les personnes venaient me voir, il y avait toujours quelque part un travail sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, et puis quel que soit si je viens parce que j'ai un problème de couple, finalement, le problème n'est pas forcément lié dans le couple, il est dans une histoire d'équilibre de vie. Et quand on a un bel équilibre de vie, même une difficulté dans un domaine de vie ne devient plus un drame parce qu'on a la force de tout le reste. Et donc, c'est le socle de cet équilibre qui est essentiel. Donc, j'ai créé un outil qui s'appelle les piliers de vie. Et donc, avec les piliers de vie, j'ai accompagné les personnes et petit à petit, je l'ai affiné avec les personnes à évaluer leur niveau de bien-être dans chacun de leurs domaines de vie professionnelle, amoureuse, sociale, etc., jusqu'à Action pour le monde, leur contribution. Ça, il fallait absolument que je mette dedans. Ce n'était pas possible sans. Et jusqu'à aussi la gestion du quotidien avec le ménage, les courses, l'argent, etc., parce que c'est aussi un domaine de vie important, quoi. C'est pas juste les liens relationnels et émotionnels, c'est aussi les éléments factuels de notre vie qui peuvent nous fatiguer si on s'organise mal. Donc, bref, cette méthode-là, je les amène à se poser la question, qu'est-ce qui va déjà bien? Parce que j'ai quand même une orientation dont je n'ai même pas encore parlé, qui est la psychologie positive, qui va de pair avec ma mission, avec tout ce que je transmets. C'est s'intéresser non pas à pourquoi ça va mal, mais surtout à chercher qu'est-ce qui fait que certains vont bien et diffuser, en fait, voilà, Mmh. les clés du bien-être et du bonheur. Et je sais que ça, toi, tu connais très bien le sujet, donc c'est pas pour rien qu'on se connaît aussi par rapport à tout ça. Et donc oui, en cabinet, du coup, j'ai développé cette méthode basée sur la psychologie positive. Qu'est-ce qui va bien dans vos vies? Enfin, déjà, le focus de ce qui va bien. Qu'est-ce qui pourrait aller mieux et non pas ce qui va mal? Parce que pour moi, quelque chose qui va mal, c'est un constat. Quelque chose qui peut aller mieux, c'est un levier d'évolution. Et c'est pas du tout la même énergie, donc très psychologie positive. Et cette méthode, bah, je me la suis appliquée très rapidement. Donc régulièrement, je me fais ce que j'appelle le bilan de mes piliers de vie. Donc, j'évalue comment je me sens, quels sont les points forts, quels sont les points qui pourraient être améliorés et quelle petite action je peux faire pour améliorer justement ces points-là et renforcer ceux qui vont déjà bien. Ne pas négliger non plus l'entretien de ce qui va bien pour pas mettre toute son énergie à guérir, mais aussi à savourer, à apprécier ce qui va déjà bien, être dans la gratitude. Donc oui, j'applique cette méthode au moins une fois par an pour l'année, au moins une fois Mmh. par mois pour le mois, et puis régulièrement. J'en suis plus à le faire toutes les semaines. J'ai eu une période où je le faisais toutes les semaines très rapidement pour vérifier que tout allait bien et bien prendre soin de tout. Maintenant, c'est quand même bien intégré et j'arrive à repérer assez facilement. Mais de temps en temps, même quand on maîtrise ce genre d'outils, on peut se prendre au piège d'oublier un pilier de vie, de ne pas faire attention à un domaine qui est important et parce qu'on est occupé à autre chose, on prend plus soin de sa santé ou on mange moins bien ou on va moins voir ses amis, on s'en rend même plus compte. Enfin voilà, et d'un seul coup de reprendre à chaque fois le recul de comment je me sens. Ah mais là, ouh bah oui, en ce moment je dors peut-être pas assez. C'est peut-être aussi pour ça que je suis un peu énervée au travail. C'est peut-être pas le travail en fait. Et donc tout ça c'est relié. Pour moi c'est une dynamique. Donc comment je fais? Bah moi j'applique déjà cette méthode-là au quotidien et derrière plein de petites actions.
Et comme j'aime bien le dire, pour moi, notre corps est quand même fondamental. Donc, je prends Mmh. énormément soin de ma santé dans le sens large du terme, c'est-à-dire pas de ma maladie, mais de ma vitalité, donc de l'énergie du corps. Donc, bien dormir, bien manger, je fais du sport, j'ai mes rituels du matin, je me lève, je fais des étirements, je respire beaucoup. Je vais pratiquer beaucoup de rituels Miracle Morning pour ceux qui connaissent, mais méditation, visualisation, voilà, les savers. Donc, je fais beaucoup de petites pratiques comme ça, mais par contre, et là, pareil, je crois que c'est aussi lié à la personnalité que je décrivais dès le départ, c'est que moi, je peux pas faire toujours le même rituel pendant des années, puisque ça m'ennuierait. Tu t'ennuies? Donc, j'ai besoin de rituels dans le temps, mais qui changent très souvent. C'est comme je ne peux pas ne pas travailler, mais je dois changer souvent d'activité. Je ne peux pas ne pas avoir de rituels, mais je dois les varier souvent. Donc, j'ai toujours des rituels du matin, mais ils évoluent très régulièrement en fonction de mon besoin, de mon énergie, de rencontres, de découvertes, de nouvelles méditations, de nouvelles personnes inspirantes. Voilà, donc mes pratiques évoluent beaucoup, mais j'ai énormément de rituels. Quand je commence à lister tous mes rituels, en général, je réalise que j'en ai beaucoup par rapport à la moyenne des gens. Et pour moi, c'est important. Et c'est vrai que oui, se lever tôt le matin, ça fait partie d'un de tes rituels, d'une habitude que tu as mis en place au fur et à mesure, et tu Oui. en as vu les bienfaits, pour pouvoir, eh bien, prendre ce temps-là pour toi aussi, Tout à avant. fait. Et là où je te rejoins beaucoup par rapport à ce podcast, c'est que moi, ce que j'ai toujours aimé, c'est apprendre plein d'approches différentes de bien-être, de développement personnel, de thérapie. Donc, je me suis formée à énormément de pratiques et de méthodes. J'ai été à plein de salons du bien-être. J'ai assisté à des centaines, je pense vraiment des centaines de conférences, d'ateliers et autres pratiques. Et donc, à un moment donné, j'ai eu un coup de cœur pour l'hypnose aussi. Mmh. Et donc, je me suis formée à l'hypnose. Et dans cette formation, j'ai appris à découvrir mon sommeil et à comprendre vraiment les cycles du sommeil. Et ça a été pour moi une révélation. J'étais une très grande dormeuse avec la grande croyance qui disait plus tu dors, plus tu es en forme, plus tu es en bonne santé, plus tu es efficace. Et donc, il fallait vraiment que je dorme beaucoup. Et avec cette formation, j'ai appris qu'en fait, c'était pas du tout la quantité qui faisait tous ces résultats, c'était la qualité du sommeil plus la quantité et les bons horaires. Donc, j'ai découvert mes rythmes à moi, j'ai fait un agenda du sommeil, j'ai découvert mes cycles de sommeil et j'ai commencé à réduire mon temps de sommeil, mais par contre, encore plus de qualité. Et Mmh. aujourd'hui, bah, je dors 6 heures par nuit, alors qu'avant, je dormais 10 heures facilement. Donc, je dors 6 heures par nuit de 23 heures à 5 heures du matin et bah, je suis toujours autant en forme, en pleine santé, toujours efficace. Donc, comme quoi mes croyances d'avant, c'était pas lié à la quantité, mais bien à la qualité. Par contre, je veille vraiment à mon sommeil. Je fais des siestes en début d'après-midi maintenant, ce qui n'était pas le cas au départ quand j'ai commencé ce rythme-là. Là, je sens que peut-être je suis plus active, peut-être je vieillis un petit peu, mais je suis pas convaincue. Très sincèrement, je suis pas convaincue. Je pense que c'est quand même parce que je suis en train de passer des caps Des leviers. d'activité et qu'à chaque fois, ça me prend de l'énergie. Et je pense que dès que je vais retrouver, à chaque fois que j'ai des paliers, je peux ne plus avoir besoin de sieste. Mais je sens qu'à chaque fois que je m'investis plus, ça me demande plus d'énergie et j'ai besoin de récupérer pour tenir l'après-midi. Et pour moi, voilà, ça fait partie de mes routines. Ma petite sieste du début d'après-midi, par exemple, sur le canapé. Enfin voilà, j'ai des rituels, mais très jusqu'à pour vous faire sourire, c'est que et ça va vous amuser parce que chacun a ce genre de petites choses-là, mais personne n'en parle. Mais ma sieste, elle est à tel endroit, à telle heure, dans telle position, avec l'oreiller à gauche. Tant que je suis à droite, à regarder la télé, à discuter tout ça sur mon accoudoir, c'est que je vais pas m'endormir. Et dès que je me mets à gauche, c'est que c'est l'heure de dormir. Et toute ma famille, c'est ah, ça y est, elle va faire sa sieste en fait. Donc, je trouve ça marrant parce que le corps est tellement conditionné aussi par des rituels que ça nécessite plus d'efforts. Et moi, je trouve ça chouette, c'est que dès que je me mets dans cette position à peu près à cette heure-là, mon corps sait, OK, c'est l'heure du repos, quoi. Et donc là, il n'y a plus rien qui peut me réveiller. Je suis vraiment en train de me recharger les batteries et c'est reparti pour l'après-midi. Et tu arrives à recharger en un temps, Ouais. minimum? Ouais, Mmh. une vingtaine de minutes, c'est la base dans les cycles de sommeil. C'est 20 minutes, une demi-heure, le temps de l'endormissement et vraiment la phase sommeil profond d'un premier cycle de sommeil. Et donc, bah, ça recharge autant bah, que quasiment la moitié d'une nuit au départ. Donc, c'est vraiment très... Ça fait du bien. Après, il y en a beaucoup qui ont du mal parce qu'ils dorment trop. Mmh. Et dès qu'on dépasse ça, on est plus fatigué. Donc c'est vraiment, il faut savoir aussi. Mais là, j'ai vraiment énormément de gratitude pour cette formation d'hypnose et tout ce que j'ai appris sur le sommeil depuis grâce à ça, quoi. Parce que ça m'a vraiment changé la vie. J'ai gagné des heures et des heures de vie. 4 Ah. heures de sommeil en moins, c'est 4 heures de vie en plus par Ouais. jour.
4 heures fois 365 fois peut-être 10 ans, c'est juste incroyable. Enfin, j'ai gagné un nombre d'heures de vie. Donc oui, ça m'a Mmh. vraiment changé la vie. Comme quoi, des fois, il y a des pratiques qui peuvent vraiment nous changer la vie. En tout cas, c'est intéressant parce que moi qui ai fait beaucoup de longs courriers, bon après j'avais les nuits blanches où je dormais qu'1 heure et demie, 2 heures, par nuit. Bah, après, j'avais besoin de minimum 3 heures pour récupérer et puis le soir, je repartais faire ma nuit, quoi. Donc j'avais l'impression le jour où je rentrais, faire que dormir en fait, Mmh. Ah oui, bah là, et après, avec les décalages horaires ou autres, c'est mmh, c'est vrai que faut mais quand vraiment. c Là, je pense qu'il faut vraiment bien comprendre ses mmh, cycles de sommeil pour récupérer le plus efficacement possible et bien se connaître et être à l'écoute de soi, quoi. Je pense que c'est vraiment essentiel. ah ouais et tu t'es mis, aussi beaucoup au sport? Oui, alors ça, par contre, toujours. Oui. Déjà, petite, je bougeais beaucoup et au collège, j'étais déjà dans une classe de sport. Donc, tu vois, je faisais Mmh, déjà des heures mmh. de sport en plus. J'ai jamais eu, par contre, l'ambition de sport de haut niveau. C'est pas du tout un sport spécifique. Là encore, la variété et le plaisir. Mais par contre, j'ai pas de challenge autour du sport. C'est vraiment un besoin de bouger mon corps autant que j'ai un besoin de bouger mon cerveau, quoi. Tout doit être en mouvement et régulièrement. Et moi, ça me libère, en fait. Ça me canalise et ça me libère. Donc, je fais plein de sports différents selon les périodes. En ce moment, c'est la salle de sport, c'est de l'aquagym, mais j'ai eu des périodes où c'était de la marche, des fois c'était du footing, des fois du vélo, des fois du fitness, des fois de. Enfin voilà, c'est de la danse, de la zumba. Enfin, je fais un peu de tout, mais par contre, oui, c'est tous les jours. Enfin, peut-être pas tous les jours, mais en tous les cas, plusieurs fois par semaine. Et ouais, au moins une demi-heure quand c'est le minimum pour une demi-heure de marche, par exemple, et puis jusqu'à 1 heure et demie par jour quand je suis dans mes grandes périodes sportives. Et après, on voit vraiment la différence, hein, si jamais tu n'en fais pas, bah, tu vas le Ah sentir, oui, tu vas te dire: «Ouh là, il me manque quelque chose, il complètement. faut que j'aille me défouler, quoi». Et puis là, ça s'explique de façon biologique, Mmh. hein. Moi, j'adore aussi la chronobiologie, encore un Ouais. autre sujet qui m'a passionnée pendant plusieurs mois. J'en ai écrit un livre aussi parce que je trouvais ça génial. Avec le sommeil, bah, il y a toute la partie, notre corps, il produit des hormones et les hormones du bien-être viennent de plein d'éléments, dont le sport. Et donc, bah, Mmh. savoir quel type de sport et à quelle heure faire du sport en fonction bah, de notre chronotype. Et donc là aussi, je pourrais en parler des heures. Et moi, je suis une chronotype du matin, ce qui explique pourquoi je me lève à 5 heures du matin. Et mon piège, c'est que le matin, j'ai toutes mes hormones qui pétillent. Et donc, mon piège, ce serait de tout faire le matin. J'ai tout envie de faire le matin. C'est-à-dire que j'ai envie de faire du sport le matin, c'est là où je suis mieux. J'ai envie de travailler le matin, j'ai envie enfin, Il y a pas d'écrire. assez d'heures? Mais il n'y a pas assez d'heures le matin. Et dès qu'arrive l'après-midi, surtout si je fais pas ma sieste, j'ai moins d'énergie. Donc, du coup, c'est plus dur de me mettre en action. Donc, maintenant, j'ai appris à faire des choses qui nécessitent moins d'énergie l'après-midi. Je vais plus être dans du lien social où là, ça me met en énergie, naturellement, Mmh. de parler. Ou alors, je vais me mettre sous ma couette à écrire, mais en mode cocooning, vraiment en me respectant. Et si j'ai envie de faire une pause, je fais une pause. Mais par contre, le sport, dans ces chronotypes-là du matin, l'idéal, c'est de le faire en fin d'après-midi pour réactiver la machine pour tenir jusqu'au soir. Parce que sinon, si on met tout le matin, on ne peut pas tenir jusqu'au soir. C'est pas possible. On a épuisé toute notre dose d'énergie avant même le midi. Et du coup, bah, le corps, il n'a plus de source d'énergie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il compense en mangeant. Et donc, Mmh. on mange en général pas ce qu'il faut. Et à ces moments-là, bah, le corps prend de l'énergie pour essayer de tenir. C'est du sucre, c'est du gras, et c'est pas ce qui est bon pour la santé. Moi, je veille vraiment aussi parce que j'ai une grande ambition de vouloir vivre jusqu'à 120 ans en pleine C'est santé. bien. Donc, je mange aujourd'hui pour les 60 prochaines années, quoi. Donc, je fais attention, voilà, à mon sommeil, mon alimentation et mon sport pour aujourd'hui et pour demain et pour dans plusieurs années encore. Et tu as mis en place aussi la méditation? Alors, je pratique, c'est Mmh. plus difficile pour moi. Mmh. Il y a plein de formes de méditation. Donc, Oui, bien sûr. j'ai expérimenté beaucoup de méditations différentes. Pour moi, ce qui est plus facile, c'est de la méditation guidée parce qu'elle est active. Donc, Mmh. elle m'aide à lâcher prise, mais en étant guidée par des images, par des voyages. J'aime les voyages Mmh. intérieurs, j'aime ce genre de méditation. Maintenant, je la mets en x2, même ça. Parce qu'en fois 2 la vitesse, pour ceux qui ne connaîtraient pas ces principes-là, mais parce que même quand c'est trop lent, mon cerveau est déjà en train de penser à 50 autres choses. Par contre, là où j'ai vraiment mes plus belles méditations, mais qui ne sont pas des méditations, c'est si je me fais masser. Donc, lors d'un massage, là, le cerveau se met en off automatiquement. Alors, je ne peux pas Mmh. expliquer pourquoi, mais c'est stop, il n'y a plus rien, il n'y a plus de pensée. Il y en a qui pensent même en se faisant masser. Moi, ça, c'est un des trucs qui marche bien. Je me laisse aller dans mon corps et là, je n'ai plus de pensée. Donc là, je sais que je suis vraiment pleinement en état de lâcher prise parce que je ne dors pas
mais je suis plus à penser, donc c'est vraiment cet état méditatif. Et lors des méditations guidées ou d'hypnose ou autres, j'arrive totalement à lâcher et dans le sport, souvent. Pas Mmh. tout le temps. Même le sport, même en marchant, je vais écouter des podcasts, hein, parce que sinon, je Tu m'ennuie. t'ennuies. Alors non, les sports hyperactifs, en fait, les sports en musique, là, je vais vraiment lâcher prise et la musique, qui bouge m'aide beaucoup à lâcher prise, aussi à Mmh. méditer en mouvement. Enfin, c'est des formes de méditation active, mais pour moi, c'est ça le principe de la méditation, c'est d'apprendre à ralentir le cerveau ou en tous les cas à mettre en pause son cerveau et pas forcément son corps en même temps. C'est pas la même chose. Il y a le repos et la méditation et on peut être dans une méditation active et une méditation, de détente. Moi, j'ai plus de mal avec la méditation détente, sauf si je fais la sieste, et là, c'est carrément une sieste. Ça, j'arrive à lâcher, hein, puisque je m'endors automatiquement. Mais par contre, oui, si je veux vraiment méditer, c'est en étant guidée et ou en faisant du sport, ou le top, c'est en étant massée. Là, c'est le Mmh. top pour moi, le massage. Si on veut t'offrir un cadeau, un massage, c'est bon, on Ah, est mais sûr que tu te c'est ce que je dis reposeras. toujours aux gens, arrêtez de m'offrir des objets. Je ne suis absolument pas matérialiste, clairement. Je suis une vivante croqueuse de vie et je dis toujours offrez-moi des expériences de vie plus que des objets. C'est toujours ça qui va me faire le plus plaisir. Et alors là, le massage, c'est Top du la top. cerise sur le gâteau. Et parmi tes multifacettes, tu as créé un club, le club des rêveuses entrepreneuses et qui a vraiment une super vocation. Est-ce que tu veux nous en dire plus? Oui, forcément, évidemment, au fur et à mesure du temps, quand on évolue, souvent, avec ce type de métier-là et qu'on a la chance de pouvoir évoluer dans nos activités professionnelles, on peut accompagner les personnes qui résonnent avec nous, en fait. Et donc, forcément, quand j'étais psychologue, j'accompagnais des personnes grand public, parce que moi-même, c'était sur mon bien-être que je travaillais à l'époque. Après, j'ai été maman, j'ai accompagné des jeunes mamans. Puis après, j'ai été, voilà, enfin, à chaque fois auteur, j'ai accompagné des auteurs. Et maintenant que je suis vraiment une entrepreneuse, une rêveuse entrepreneuse qui voit de plus en plus grand, j'ai envie d'aider d'autres femmes. Et donc là, j'ai choisi cette fois vraiment d'axer sur l'accompagnement des femmes qui, elles aussi, rêvent d'un monde meilleur et qui, elles aussi, veulent entreprendre et passer à l'action et créer leur propre entreprise. Et ça, j'adore. Je trouve que là, en ce moment, c'est ce qui m'anime, c'est ma passion du moment. Donc, j'ai créé ce club des rêveuses entrepreneuses dans une dynamique où moi-même, je peux inspirer, donner des clés, mais c'est surtout créer un système d'entraide, de collaboration, parce que ça a toujours été aussi essentiel pour moi. Tout ce que j'ai créé, c'était très souvent autour du groupe, de l'entraide, de l'intelligence collective. Enfin, voilà, j'aime ce côté ensemble, on va plus vite et on va plus loin d'ailleurs. Pour moi, il y a les deux. Et donc, le club a commencé maintenant il y a un peu moins d'un an, au moment où je te parle. Et c'est chouette, on a une centaine de membres déjà et j'ai des grandes ambitions de milliers de personnes, même dans un an. Donc, donc non, l'idée, c'est vraiment d'offrir un espace où on va échanger à la fois en ligne et après en présentiel de plus en plus, puisque maintenant on commence à avoir des personnes un peu dans plusieurs grandes villes de France et à l'international, et ça aussi je trouve ça chouette, qui pourront se rencontrer aussi en petits groupes tous les mois, voilà, pour à la fois s'entraider professionnellement, s'entraider au niveau de l'équilibre de vie. On a des fils, voilà, un peu tout ce que je vis et tout ce que je t'ai parlé, finalement, je l'ai reproduit dans ce club. Puisque par exemple, on a un fil de discussion WhatsApp méditation, un fil de discussion WhatsApp sport. Il y en a un autre qui arrive sur les rituels positifs, donc rituels sérénité. Voilà, j'essaie de transmettre toutes ces questions qu'on me pose et qui font que ça fonctionne et que les autres femmes rêveuses entrepreneuses ont envie de s'approprier, ne savent pas trop par quelle boule prendre. Moi, j'essaie de créer des espaces au sein de ce club pour les aider à développer ça, à oser se lancer pour certaines, pour celles qui sont déjà lancées, à oser peut-être passer un peu plus à l'action ou à développer des compétences pour passer mieux à l'action. Parce que parfois, on a plein de bonnes idées, mais si on ne sait pas faire, c'est pas facile non plus, l'entrepreneuriat. Donc, il y a des ateliers, il y a des moments où on se projette sur l'avenir, ce que j'appelle des repas visionnaires où on se projette comme si on était déjà dans l'avenir. Et ça, c'est passionnant aussi. D'oser rêver plus grand. Et après, d'oser passer à l'action grâce à cette entraide, cette solidarité et des plans d'action concrets, des engagements et des soutiens. Et des soutiens quand ça va bien, des soutiens quand c'est difficile pour pouvoir voilà, avoir de la force, du courage parce que qu'on soit salarié ou qu'on soit entrepreneur, pour moi, c'est pareil. Une vie facile n'existe pas. Non, ça Je suis n'existe pas. une vraie bisounours de la vie est belle et le bonheur est génial. Enfin voilà. Mais par contre, c'est accepter aussi que la vie n'est pas parfaite et qu'il y a des obstacles tout le temps, qu'il y a des contraintes, et c'est OK, ça fait partie du chemin. Et donc, comment les traverser au mieux? Pour moi, l'entraide, le groupe, Mmh.
est vraiment un outil précieux, tout comme prendre soin de soi, comme je disais, prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres. Et tous les rituels que j'utilise, bah, je me dis si tout le monde pratiquait, alors pas les mêmes rituels encore une fois, parce que je pense que chacun doit avoir les siens. Et c'est pour ça que je trouve ton podcast très bien, c'est qu'il n'y a pas une méthode pour moi Mmh. mieux que l'autre pour pouvoir aller vers le mieux-être. Et, euh, et vraiment, pour avoir testé toutes les méthodes et pour accompagner des centaines, des milliers de personnes sur plein de méthodes différentes, euh, il n'y a pas une méthode mieux que les autres. La meilleure méthode, c'est celle qui nous appelle et auquel on croit, qui résonne, qui vibre en nous au moment où on est dans ce besoin-là. Et peut-être que 5 ans après, c'est plus du tout la même méthode qui va fonctionner pour nous. Et ça aussi, c'est pas toujours facile, je trouve, pour les personnes de lâcher prise en disant, mais si ça a marché pour moi, je vais réessayer et ça marche pas. Et je réessaye quand même, mais ça marche pas. Parce qu'à ce moment-là, j'ai besoin d'autre chose. Et donc, bah, c'est peut-être une autre méthode qui m'aidera à ce moment-là, un autre environnement, une autre entraide. Voilà. Ce qui est chouette, c'est de savoir rebondir, en fait, tout simplement, hein, de surfer Remis. sur la vague et puis de Ouais. rebondir, et hop, on avance et en prendre conscience et se dire: «Bah, voilà, allez hop, on passe à autre chose». Mais ce que j'aime beaucoup aussi, c'est tu parles beaucoup, tu disais, souvent, eh bien, on n'est pas des, concurrents entre nous, quoi. Mm. Souvent, Mm. voilà, si on accompagne face, l'épuisement, face, voilà,